Le 19h, toute l'actualité politique et parlementaire, sans tarder les titres de cette édition du vendredi 3 septembre. Nicolas Sarkozy soutient une fois de plus et publiquement son ministre du Travail, Éric Woerth, qui devrait défendre lui-même la réforme des retraites. De leur côté, la CGT comme la CFDT expriment leurs craintes. Pour eux, Éric Woerth pose un problème. Tollé après la libération sous contrôle judiciaire du braqueur du Riage, Brice Hortefeux, comme les syndicats de police, se disent indignés. Le parquet a fait appel de cette décision. Enfin, première grande manifestation demain de la rentrée. Les opposants à la politique sécuritaire du gouvernement battront le pavé dans 130 villes de France. Le Parti socialiste s'associe au mouvement. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Public Sénat. L'affaire Woerth, bien sûr, toujours à la une de l'actualité, à 4 jours maintenant seulement de l'ouverture au Parlement du débat sur les retraites. Après François Fillon, hier soir, c'est Nicolas Sarkozy qui a ce midi renouvelé publiquement son soutien au ministre du Travail. Éric Woerth, toujours empêtré dans les méandres de l'affaire Bettencourt, devrait donc logiquement défendre dès mardi à l'Assemblée l'une des réformes majeures du quinquennat. Le ministre a d'ailleurs laissé entendre ce matin, à l'occasion des universités d'été du MEDEF, le fait qu'il défendra lui-même ce texte important dès mardi à l'Assemblée. Regardez ce sujet, il est signé Marie Brémaud. Comme si de rien n'était, Éric Woerth est apparu ce matin souriant à l'université du MEDEF. L'accueil fut chaleureux, le ministre était là pour parler de la réforme des retraites et uniquement des retraites, non sans une certaine pointe d'humour. Là, on est à 3 jours du débat parlementaire, ça monte en puissance, le Parti socialiste monte aussi en puissance. Rien de très normal. On vous retrouve, Éric Woerth, dans l'hémicycle pour le début du débat. On me retrouve dans l'hémicycle, il vaudrait mieux, oui, parce que si j'y suis pas, il n'y a pas de débat. Oui. Affaibli un peu plus par de nouvelles révélations, Éric Woerth peut néanmoins compter sur le soutien renouvelé aujourd'hui du président de la République. Hier, c'était le chef du gouvernement qui lui réaffirmait sa confiance. Mais François Fillon réfléchit à s'investir davantage dans la réforme des retraites. Et à droite, les habituels francs-tireurs de l'UMP semblent à court d'arguments pour défendre le ministre. On nous parlait de cette grande affaire, tout ça, ces attaques ont fait flop. Reste aujourd'hui à savoir qui à droite osera le premier exprimer au grand jour sa réserve quant au maintien d'Éric Woerth à son poste. Alors si Éric Woerth se dit mobilisé à 120% sur le dossier des retraites, les syndicats s'interrogent désormais ouvertement sur la crédibilité du ministre du Travail. Dans un entretien publié dans le quotidien Les Échos, Bernard Thibault pour la CGT et François Chérèque pour la CFDT évoquent le problème Woerth. Le leader de la CFDT réitérait ses doutes ce matin chez nos confrères d'Europe 1. On l'écoute. Dans cette situation, est-ce qu'il peut en même temps se défendre, ce qui est un droit légitime, et porter la réforme qui est soi-disant la réforme du quinquennat. C'est pourquoi vous dites aux Échos un vrai problème pour les retraites. Oui, parce que simplement je vous fais remarquer que au lieu d'avoir un débat ce matin entre nous sur les retraites, qui est quand même le débat de fond de la période, on a d'abord un débat sur la situation de M. Woerth. Donc je pense que ce problème de M. Woerth est en train de masquer le vrai débat de fond. Bonsoir Stéphane Rosès. On vient d'entendre François Chérèque, le patron de la CFDT. Finalement, dans cette affaire Woerth-Bettencourt, il arrive ce que redoutait peut-être le plus le président de la République, Nicolas Sarkozy, à savoir que ces affaires percutent directement l'un des dossiers majeurs de son quinquennat, à savoir la réforme des retraites. Oui, c'était d'ailleurs un de ses arguments, évidemment, outre l'intégrité d'Éric Woerth, l'idée que ces attaques dont il était l'objet visaient essentiellement à affaiblir cette réforme. Et on le sait, Nicolas Sarkozy, lors de ses vœux, avait indiqué que c'était la réforme de la fin de son mandat. Et d'ailleurs, explicitement avait été indiqué que le discours de Grenoble, le retentissement autour des questions de sécurité, visait à absolument tourner la page de cette affaire de sorte que ne soit pas polluée la rentrée, le débat des retraites. C'était d'ailleurs l'occasion pour le président sur France 2 de dire qu'il n'y avait pas de fondement à ces attaques. Alors on le sait, c'est l'affaire de la lettre pour la Légion d'honneur de M. de Metz qui relance du coup la polémique et fait que quelques jours du début du débat des retraites. Absolument, absolument. Alors l'interrogation c'est est-ce que du coup le fait que les leaders syndicaux fassent un lien
entre la défense des retraites et le fait qu'ils n'ont pas là un interlocuteur idoine, quel impact ça peut avoir sur cette séquence de rentrée? Très certainement pas un impact sur réellement la mobilisation, car par temps de crise, les gens ont... On peut l'imaginer que cette affaire ait des répercussions directes sur la mobilisation de cette fameuse journée très attendue du 7 septembre. Moi, je pense que ce sera plutôt en termes d'opinion, parce qu'avec la crise économique, pour aller manifester, il faut véritablement qu'il y ait, je dirais, un fondement. Et je crois que c'est la raison pour laquelle les syndicalistes, jusqu'à maintenant, n'avaient pas voulu, en dépit de tout, dire quoi que ce soit sur la personne d'Éric Woerth, même lorsque Jean-François Copé avait fait de sorte qu'un projet gouvernemental sur la représentativité, la représentation du personnel dans les toutes petites entreprises puisse advenir. On imagine qu'il y avait une discussion avec les syndicats. Même à ce moment-là, les syndicats n'avaient rien dit. Donc les syndicats redoutaient justement que l'affaire politique pollue un interlocuteur avec qui on doit forcément négocier, passer des deals. Et les syndicalistes sentent que la stratégie du bunker de l'Élysée pour défendre Éric Woerth empêche Éric Woerth de rentrer dans un minimum de concertation. Par contre, je pense que les effets de tout ça, s'ils ne seront pas tant sur la mobilisation dans la rue, ce sera en termes d'opinion. Les Français jugeaient que si la réforme était nécessaire, elle était injuste. Et là, le risque, c'est que l'opinion se dise qu'il y a véritablement deux poids, deux mesures, selon que l'on est riche ou fortuné ou que l'on est un salarié lambda. En tout cas, Stéphane Rosès, on constate ce soir, en tout cas, que le président de la République et que François Fillon parfaitement, explicitement soutiennent une fois de plus oui, on le sent ministre. bien parce que dès le départ, c'était une stratégie du bunker. La situation maintenant est évidemment de plus en plus délicate et du coup, le président ne s'est pas donné dès le départ des marges de manœuvre en la matière et on a le sentiment que du coup, ça passe ou ça casse et les effets seront d'opinion et sans doute plus lors de la présidentielle que sur l'objet même de la réforme des retraites. Merci beaucoup Stéphane Rosès. C'est une libération qui fait bondir la police comme les plus hautes autorités de l'État. Celle assortie du contrôle judiciaire du braqueur du casino d'Uriage. Elle provoque en effet colère et incompréhension. Nicolas Sarkozy parle d'une décision difficilement compréhensible. Brice Hortefeux exprime sa très vive indignation. Comme l'ensemble des syndicats de policiers, le parquet a fait appel de cette décision judiciaire. Il sera examiné le 9 septembre. On se souvient que la fusillade d'Uriage avait provoqué plusieurs nuits de grande violence à Grenoble. Des policiers avaient essuyé des tirs d'armes à feu. Une voix discordante à gauche, celle de François Rebsamen, le sénateur maire socialiste de Dijon, justifie l'expulsion des Roms en situation illégale. Les maires ont raison de saisir la justice, dit-il aux Parisiens aujourd'hui en France. François Rebsamen se débarque également du Parti socialiste et se dit réservé quant à la participation de son parti à la manifestation de demain prévue contre la politique sécuritaire du gouvernement. Nous y reviendrons bien sûr dans quelques minutes avec nos invités. Les propos du sénateur de Côte-d'Or laissent augurer des débats houleux dans quelques jours au Sénat, où la loi, vous le savez, sur la sécurité intérieure sera examinée à partir de mardi. Une rentrée de tous les dangers à la Haute Assemblée que nous décrypte tout de suite Tam Tranui. Bonsoir Tam. Bonsoir Pierre-Henri. Alors évidemment, cette semaine, il ne s'est pas passé grand-chose au Sénat et pour cause, les vacances parlementaires ne sont pas terminées. En revanche, la rentrée, c'est pour mardi. Tout à fait, c'est le calme avant la tempête. Et effectivement, la rentrée parlementaire reprend mardi en session extraordinaire. Et ce qu'on peut déjà dire, c'est que cette rentrée va être très politique. Les élections sénatoriales de 2011 ne sont pas loin et la Haute Assemblée pourrait peut-être passer à gauche. Et du coup, on sent déjà quelques stratégies politiques s'échafauder. Alors, gros morceau pour démarrer cette rentrée parlementaire ici au Sénat. Cette fameuse loi LOPSI, la loi sur la sécurité intérieure, elle arrive dès mardi prochain ici. Oui, tout à fait. Donc, c'est un texte dont le thème est sur le devant de la scène depuis l'été. Et cette semaine, déjà, l'attention s'est focalisée sur un certain nombre d'amendements qui traduisent des propositions sécuritaires qu'a fait Nicolas Sarkozy le 30 juillet dernier lors de son discours de Grenoble. Alors, je vais vous en détailler quelques-unes. Tout d'abord, il y a le dispositif des peines planchers. Ce sont des peines minimales incompressibles qui vont être étendues des récidivistes maintenant aux auteurs de violences aggravées, même s'ils sont primo-délinquants. Il y a également les personnes qui ont porté atteinte à des représentants de l'autorité publique. Désormais, elles vont être punies plus sévèrement. Et puis enfin, on peut aussi noter des mesures concernant les étrangers en situation illégale ou encore les campements illicites.
Et là, c'est vrai, la polémique sur les Roms n'est pas loin. Et on imagine que les positions sont très largement partagées et différentes dans l'hémicycle du Sénat. Eh bien, bien sûr, l'opposition s'y oppose par définition, mais pas seulement. Au Sénat, le groupe Union centriste est aussi très réservé sur l'ensemble de l'Opsi 2. Par exemple, aujourd'hui, on a eu la réaction du sénateur de la Mayenne, Jean Arthuis, également président de l'Alliance centriste. Il a dit s'interroger sur cette surenchère sécuritaire et déplorer le lien arbitraire entre immigration et délinquance. Il a déjà annoncé qu'il ne voterait pas les amendements qui viennent s'ajouter à l'arsenal sécuritaire. Alors, sur ce point, il est sur la même ligne que le ministre de la Défense, Hervé Morin, qui est également président du nouveau centre. Mais il faut dire que lui, en se démarquant du gouvernement, prépare déjà un petit peu 2012. Alors, il y a un autre point qui intéresse encore les sénateurs, qui les intéresse encore, c'est les collectivités territoriales. Et pour cause, les territoires, eh bien, c'est l'affaire traditionnelle, j'allais dire constitutionnelle du Sénat. Absolument. Le Sénat représente les territoires. Et les sénateurs, justement, trouvent leur corps électoral dans les collectivités territoriales. Avant l'été, ce qui a été marquant, c'est que le Sénat a démantelé la réforme des collectivités, notamment parce que les sénateurs centristes n'étaient pas d'accord avec le mode de scrutin retenu pour les futurs conseillers territoriaux. Nicolas About, le président du groupe Union centriste au Sénat, cette semaine, nous l'a rappelé. Ce qu'on ne voudrait pas, c'est qu'on ne respecte pas les engagements pris à notre égard. Et il est évident que si ce que nous avons fait voter ici au Sénat sur les collectivités territoriales disparaissait à l'Assemblée nationale totalement, je pense au nombre de conseillers territoriaux, aux modifications qu'on a obtenues sur ce nombre de conseillers en fonction de certaines régions ou départements. Si ceci n'était pas respecté, que le gouvernement ne vienne pas ensuite pleurer qu'il n'y a plus de majorité. Je rappelle, la majorité a été à 2 voix. 2 voix, ça se perd très vite. On l'a entendu dans cette interview, Nicolas About rappelle au gouvernement qu'au Sénat, l'UMP a besoin des centristes pour avoir la majorité. Alors ce qu'on peut dire, c'est que peut-être les centristes pourraient faire la pluie et le beau temps cette année au Sénat. En attendant, le texte sur les collectivités territoriales arrive le 16 septembre à l'Assemblée nationale. Et ce qu'on peut dire, c'est que les sénateurs vont y être très attentifs. Et j'ai quelque chose me dit que vous aurez beaucoup de choses à nous raconter dès vendredi prochain pour évoquer justement ce débat sur la sécurité intérieure ici même au Sénat. Merci beaucoup Tam. Merci. On vous revoit bien sûr la semaine prochaine vendredi. C'est l'heure du débat du 19h. C'est le désormais fameux discours de Grenoble du président de la République qui a tout déclenché. C'est dans plus de 140 villes de France que sont organisées demain des manifestations pour dénoncer le caractère haineux et xénophobe de la politique sécuritaire du gouvernement et son action envers les Roms. Le Parti socialiste, le Parti communiste et les Verts s'associent à ces manifestations qui trouvent leurs origines dans, vous le savez, le récent tour de vis, on l'évoquait à l'instant, tour de vis sécuritaire du gouvernement. Fabrice Cunet. 4 septembre, la date n'a pas été choisie au hasard. La République a 140 ans et pour de nombreux partis de gauche et associations, cette République serait menacée. Pire, l'image de la France est écornée après un été de petites phrases et dérives sécuritaires. Le problème, c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'autres démocraties occidentales qui fassent l'objet aujourd'hui de critiques aussi sévères de la part d'institutions européennes ou des Nations Unies, aussi sévères que la France. Donc je pense que quand même ça doit amener à une réflexion. La cible principale des critiques, Brice Hortefeux. Mais au-delà du ministre de l'Intérieur, c'est toute une politique de stigmatisation de minorités et de surenchère qui sera dénoncée ce samedi. Nous, on demande que sur ces questions, on puisse avoir des débats de fond avec nos armes, les armes de la France, qui ont été tout le temps sa générosité, mais aussi sa fermeté républicaine. C'est une terre d'accueil, on est connu dans le monde comme la patrie des droits de l'homme, et tout ça se désagrège, s'abîme avec cette présidence de Nicolas Sarkozy. Associations et partis de gauche espèrent aussi une chose, demain, rallier quelques voix dissonantes de la majorité, histoire de donner un peu plus de poids à leur signal d'alarme. Alors, pour évoquer ces manifestations de demain, 2 invités sur notre plateau. Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme vous, Yves Contasso, élu vert de Paris, vous serez sur le pavé parisien demain. Yvan Rioufol, 140 associations et non des moindres, des syndicats, des partis politiques qui appellent à battre le pavé parisien pour dénoncer la politique sécuritaire du président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'important? On a vraiment l'impression que le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy passe mal dans une grande partie
de l'opinion. Ce qui est important de savoir, c'est si oui ou non cette politique sécuritaire est soutenue par les Français. C'est pas tellement l'avis des 140 associations qui ne représentent souvent qu'elles-mêmes, pas toujours bien sûr, mais enfin pour beaucoup d'entre elles, qui va faire l'opinion de la France. Et donc moi, ce qui m'intéresse, je serai à cette manifestation également pour observer ce qui s'y passera. Je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de monde que ce que l'on annonce. Et en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que cette politique sécuritaire est une attente de la France, une attente des Français, et qu'aujourd'hui le gouvernement s'intéresse enfin à ce que disent les Français. Le gouvernement et la gauche aussi, parce que vous remarquerez qu'au sein même de la gauche, maintenant, il y a des dissonances, c'est que on se rend compte que cette politique des bons sentiments qui, depuis 40 ans, nous empêche de regarder les réalités en face, nous empêche de traiter les terribles problèmes qui ébranlent aujourd'hui le pacte social et dont on verra en fait demain, j'y vais également pour cela, qu'on verra en fait demain que les responsables de cet ébranlement, les responsables de ce fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas encore à gérer des bouleversements identitaires, des bouleversements démographiques à cause de ceux qui défilent demain et qui nous disent que ceux qui en parlent sont des racistes, je trouve intéressant de voir que l'opinion, pour l'instant, me semble avoir compris qu'il y avait une sorte d'usurpation de pouvoir. Yves Contasso, vous allez défiler demain avec vos amis verts. Comment appréciez-vous le tableau extrêmement sombre dépeint par Yvan Rioufol ? Il me semblait, mais j'ai dû rêver, que le président de la République avait été ministre de l'Intérieur pendant très longtemps et qu'il avait même annoncé qu'après lui, le job était mort tellement il avait réglé les problèmes. En réalité, il n'a rien réglé. Et aujourd'hui, le constat, c'est que les agressions aux personnes ont extrêmement progressé. L'insécurité globale, mais pas simplement l'insécurité physique, l'insécurité sociale, l'insécurité sanitaire, dans tous les domaines, il y a un recul considérable. Et devant cet échec, on ajoute un épouvantail. Alors c'est pas nouveau. C'est la faute des Roms, c'est la faute des étrangers, mais avec un discours, franchement, vous les reprenez point par point et vous vous reportez 80 ans en arrière. C'est assez effrayant. Non, arrêtez avec ces caricatures. Il faut regarder les mots. Je crains que vous ne vous ridiculisiez en faisant des parallèles avec ce qui s'est passé auparavant. Non, c'est la même chose. Devant une situation sociale dégradée, dramatique, on essaye de trouver des boucs émissaires et on ne règle rien. Ne banalisez pas ce qui a été des hontes de l'histoire. Quand je vous entends, je ne banalise pas. Quand j'entends, si vous banalisez, pas vous particulièrement, mais vos amis. Quand vous parlez de RAF, quand vous faites des comparaisons avec Vichy, avec Hitler, avec des camps de concentration, avec le nazisme, mais vous banalisez ce qui s'est passé à ce moment-là pour des événements qui ne sont pas anodins, j'en conviens, mais qui sont malgré tout qui restent de l'application de la loi. Moi, ce qui m'énerve, je vais vous rejoindre 30 secondes. Ce qui m'énerve un petit peu dans ce déploiement médiatique, c'est qu'effectivement, le gouvernement met en scène une application de la loi. Et je trouve que quand un État met en scène une application de la loi, c'est qu'il montre sa faiblesse. Et vous avez eu raison de dire effectivement que depuis quelque temps, depuis longtemps, enfin, vous parlez de Sarkozy, mais enfin, parlons de la gauche également, depuis maintenant 40 ans, les États, les gouvernements successifs ne se sont pas intéressés précisément à ces problèmes sécuritaires parce que, justement, vous étiez en vigie, vous, enfin, les bonnes consciences, les belles âmes, les antiracistes, ceux qui interdisaient de dire que les nouvelles minorités notamment posaient des problèmes, vous avez interdit que ces problèmes-là soient posés publiquement. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est de pouvoir en parler. C'est quoi les minorités à caractère communautariste, puisque c'est ce que vous dites, qui posent problème. Très franchement, les musulmans en France posent problème, l'immense majorité est française. Qui vous dit les musulmans posent problème? C'est vous qui dites les musulmans posent problème. J'ai lu votre blog, je parlais de l'islam. Non, si vous avez lu mon blog, je parle de l'islam radical. Justement, je suis en train de dire que les musulmans ne posent pas de problème. Ce qui pose un problème, ce sont ceux qui, comme vous, ne veulent pas voir l'emprise de l'islam radical. Mais il n'y a pas que l'islam, très franchement. Je ne parle pas que l'islam, vous parlez de l'islam. Aujourd'hui, l'immense majorité des gens qui sont impliqués dans des affaires de délinquance, c'est lié, on le sait très bien, à des questions socio-économiques et notamment du trafic de la drogue. Écoutez, et le trafic de la drogue n'a rien à voir avec des origines ethniques. Vous avez influé sur le communautarisme, sur les repliements identitaires. Oui, bien sûr, par votre différentialisme, par votre politique. Au contraire. Yvan Rioufol, on l'a dit, il y a des voix discordantes. On citait François Rebsamen, par exemple, au Parti socialiste. Parti socialiste qui participera aux manifestations de demain. Il y a également des voix discordantes dans la majorité. On a entendu
les états d'âme, si je puis dire, des centristes de Jean Arthuis, par exemple. Est-ce que c'est pas là également le signe d'un malaise sur ces questions sécuritaires au sein même de la majorité? Ça ne fait plaisir à personne de voir appliquer une loi quand vous avez des femmes, des enfants que vous allez expulser. Qui ne pourrait pas avoir d'état d'âme en se disant que ce qui se passe là est désagréable? Donc l'état d'âme, il n'est pas la particularité de la gauche, il est à tout le monde. Simplement, il y arrive un moment où vous êtes obligé quand même de gérer des problèmes. Vous gérez des problèmes en appliquant la loi. C'est pour ça que je trouve tout à fait exagéré et outrancier. Pardon ? Quelle application de la loi? L'application de Combien la loi, de villes, par exemple, respectent la loi? L'application de la loi de dire que dans des occupations illégales de terrain, on fait en sorte que ces terrains soient pas... Pourquoi ces occupations sont illégales? Parce que les élus de gauche et de droite ne respectent pas la loi. Autrement dit, on fait porter à des populations... Je suis d'accord avec vous, mais ne faites pas le procès à un gouvernement des élus. Ne faites pas le procès à un gouvernement trop facilement d'appliquer la loi et ne le traitez pas surtout de xénophobe et de raciste. Est-ce que le gouvernement a pris des décisions pour imposer que la loi soit respectée par les élus? Non, mais vous l'avez dit à gauche et à droite, mais je le déplore comme vous. Mais le fond du débat n'est pas là pour l'instant. Une toute dernière question, il nous reste quelques secondes, messieurs. Est-ce que la manifestation de demain doit avoir un impact sur la manifestation prévue de mardi, du 7 septembre? C'est deux problèmes qui sont à la fois distincts et en même temps qui sont liés, parce que les questions d'insécurité, encore une fois, c'est l'insécurité physique, les agressions, mais c'est aussi l'insécurité sociale au sens large du terme, et celle-là, on en parle assez peu. Mais les deux sont très liés. Tous les analystes un peu sérieux montrent que la délinquance a son premier facteur, sa première origine, dans les questions sociales. Mais là, on ne veut pas trop en parler. Non, je pense que ce n'est pas lié, parce que en fait, ce qui intéresse les Français, certes, les retraites intéressent les Français, mais ce qui intéresse les Français aujourd'hui, c'est le vivre ensemble, et c'est de rétablir le déséquilibre du pacte social que vous avez contribué, vous, par votre aveuglement, à déséquilibrer. On n'a jamais été en responsabilité. Le débat est terminé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour finir cette édition, une toute autre polémique qui enfle. On va parler d'histoire. Mon invité, le grand historien Jean Tullard, membre de l'Institut. C'est la refonte des programmes d'histoire pour les collégiens qui provoque l'ire de la communauté historique. Napoléon et Louis XIV seront mis de côté des manuels scolaires au profit de l'enseignement de nouveaux empires lointains et méconnus. Une pétition circule, un groupe Facebook regroupe déjà plus de 2000 personnes. Bref, la polémique enfle. Jean Tullard est avec nous. Il s'assoit dans notre beau studio. Merci beaucoup, Jean Tullard, d'être avec nous. Vous avez signé cette pétition qui circule? Non, je ne l'ai pas signée. D'ailleurs, on ne me l'a pas demandé. Pourtant, je suis spécialiste de Napoléon. Et puisque Napoléon se trouve au centre de cette polémique, c'est que peut-être on a considéré que j'avais un jugement plus nuancé, moins pessimiste peut-être. Il faut bien dire que, à l'époque de la mondialisation, au moment où Internet, des flux migratoires font que la planète s'est considérablement rétrécie, on ne peut plus ignorer dans l'enseignement de l'histoire la naissance de l'islam, les civilisations chinoises, les civilisations indiennes, bref, ce qui est le reste de notre histoire nationale. Et donc, je considère qu'il y a là effectivement une place qui existait déjà, parce que si vous prenez le cas de l'islam, dans les programmes de 4e, quand j'étais lycéen, j'ai retrouvé le manuel, le vieux Mallet, eh bien, il y avait l'islam, car vous ne pouviez pas étudier les croisades si vous n'aviez pas une idée précise de l'islam. De même que dans le vieux manuel, je retrouvais de 1914 de ma mère, en classe de première, il n'y avait pas seulement Napoléon et avant Robespierre, il y avait aussi la formation de la Prusse. C'était important, nous sommes en 1914. Il y avait l'indépendance des États-Unis, il y avait les réformes russes de Catherine le Grande. Donc il y a eu chaque fois aussi un élargissement. On ne peut pas faire dans l'enseignement que l'histoire de la France. Il n'empêche, Jean Tullard, vous êtes un immense spécialiste de Napoléon, vous le disiez. On va réduire d'un tiers l'enseignement sur ce personnage de l'histoire de France. Ça vous fait pas un peu mal au ventre quand même? Si, le grand danger qu'il y a, c'est que si l'on réduit trop l'histoire de France, tant qu'on reste dans certaines proportions, ça ne me choque pas. D'ailleurs, avec Napoléon, j'aborde toute l'histoire de l'Europe. Donc moi, personnellement, je me retrouve toujours dans d'autres thèmes. Mais le danger, c'est que si l'on efface l'histoire de France, on efface
la France. Je vais vous prendre un exemple, tenez, pour rester dans le paysage napoléonien. Et en une minute, Et en une minute, quand Bonaparte arrive en 1787 en Égypte, il trouve une nation qui n'existe plus, qui est une province de l'Empire ottoman, avec des fellahs qui vivent à l'ombre de monuments, les pyramides, les monuments de Thèbes et autres, et ils ne savent plus ce que c'est car ils ne lisent pas. Les hiéroglyphes leur ont échappé. Eh bien, nous risquons, si nous supprimons l'histoire de France, de nous retrouver un jour avec des noms de rues qui ne nous diront plus rien, rue Jean Jaurès, rue du Maréchal Leclerc. Nous nous trouverons avec la colonne Vendôme, comme les fellahs se trouvaient devant le Sphinx, et nous ne saurons plus ce qu'il en est. Et à partir de ce moment-là, nous n'existerons plus comme l'Égypte avait été rayée de la carte. En 10 secondes, cette fois, Jean Tullard, on a parlé du collège, de l'école, mais la télévision, Internet, le cinéma, ça compte aussi dans l'apprentissage de l'histoire. Ah, ça compte énormément. Les techniques de l'enseignement de l'histoire aujourd'hui sont beaucoup plus modernes que jadis. Mais il faut dire que l'enseignement tel qu'il est pratiqué, et là, alors je suis violemment sans nuance, c'est absurde. C'est-à-dire que c'est l'effet de la nouvelle histoire qui fait que si vous prenez le programme de la 5e, ça commence par des sens de l'islam. C'est ensuite la vie au Moyen-Âge, c'est ensuite le concile de Constance, dans une classe de 5e où ils savent à peine lire et écrire, le concile de Constance se voulant mettre fin au grand schisme, qu'est-ce que ça peut leur faire? Bref, il faut revoir tout ça d'après vous. Merci beaucoup Jean Tullard d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de cette édition. À suivre, Focus avec la sénatrice Josette Durieux. Vous ne manquerez pas également demain, c'est à 17h et en direct de Lyon, le discours du président du Parti radical, Jean-Louis Borloo. Vous le savez, c'est les universités d'été qui continuent. C'est la rentrée politique sur Public Sénat. Très bonne soirée, très bon week-end à tous. Ce matin-là de l'hiver 1985, en pénétrant dans les jardins du palais de l'Élysée, François Mitterrand avait rendez-vous avec un psychanalyste et un journaliste. J'ai pas décidé, moi, de raconter ma vie. Si je vais la raconter, je la raconterai moi-même. Un jour. Mais pourquoi le faisait-il? À l'époque, il était le seul à le savoir. Il est un homme en sursis, un homme qui se sait condamné par la maladie. Je sais que je vais mourir, mais je n'y crois pas. François Mitterrand et la psychanalyse, un documentaire de Pierre-Henri Salfati, samedi à 22h sur Public Sénat. Dans la vallée de la Neste, la sénatrice socialiste Josette Durieux a porté le projet Nest-Floria, un parcours virtuel qui vient compléter la visite des grottes de Gargas, sanctuaire de peinture rupestre vieille de 27 000 ans. C'est formidable, c'est vrai que par moments c'est stalactite, on dirait des personnages. Ici on est dans la galerie inférieure, c'est-à-dire dans la zone qui est la plus riche en art préhistorique. Vous avez là les 3 mains rouges qui sont les mains de la découverte, les premières que Félix Regnault a vues le 11 juin 1906. Ben, ils sont tous incomplets. C'est-à-dire que le pouce est complet, le pouce est entier, et puis l'index, le majeur et l'annulaire sont incomplets. Si on regarde attentivement, la main qui est à droite ici, l'auriculaire, lui, est entier. Et sur celle-ci aussi. Et les interprétations que l'on propose ont varié dans le temps, mutilation rituelle, mutilation pathologique ou langage gestuel, qui est l'hypothèse privilégiée par les préhistoriens aujourd'hui. Je sens, si vous voulez, une traduction de ce que je vais appeler l'éternité. Parce que c'est la main, c'est le maillon, c'est la chaîne. Ils étaient là, j'y suis. Je ne sais pas si vous voulez ce qu'il y a dans l'au-delà. Il y a une réalité ici d'êtres humains qui se succèdent dans le temps et il y a cette continuité.
Cette paroi virtuelle, a priori, doit nous mettre dans l'ambiance d'hommes et de femmes de cette période. Ce qu'on propose aux visiteurs, c'est de prendre le temps de découvrir les mêmes. Quand il est dans une visite touristique, il est contraint par le temps, il est contraint par le guide, tout doit se faire très vite et il passe très peu de temps dans la grotte. Il fallait partir de quelque chose que nous avions, de quelque chose que nous voulions. Je pensais que le thème des grottes était un bon thème et j'ai pensé tout de suite à mettre côte à côte numérique et préhistorique. Aujourd'hui, vraiment, c'est, je crois, la consécration de ce qu'on est capable de faire dans un espace comme le nôtre, petit, isolé, mais ambitieux. On veut que ceux qui viendront sur cet espace de vallée millénaire aient envie d'abord d'aller dans les grottes, puis ensuite de venir ici, comprendre, réfléchir, parler, échanger. Tout cela ressemble quand même à de l'art. Alors, oui, pour nous, il l'était, artiste.